125 plus 521, de tête. 5 et 1, 6, 2 et 2, 4. 646, je vérifie. 125 plus 521 égale 646. J'adore le calcul mental. Bon, en général, j'aime bien les maths, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et pourtant, les maths, c'est fantastique. Je compte sur vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est Jamais. Comme chaque jour, je vous accueille dans mon atelier. Entouré de ma bande d'experts, nous allons passer un bon moment ensemble, en apprendre un peu plus sur le monde qui nous entoure. Science, histoire, économie, environnement, tout y passe dans C'est Jamais. Mais avant, le programme des festivités sommaire. Aujourd'hui, dans C'est Chaud, nous vous racontons la formidable épopée des mathématiques. Camille Gobert, journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, nous montrera qu'il y a un lien entre le nombre pi et la cuisine. Vous allez vous régaler. Et puis la bosse des maths existe-t-elle vraiment? Chandru Kumar, notre docteur en neurosciences, a bossé sur le sujet. On sait que ce sont différentes zones de notre cerveau qui nous permettent de faire des maths, notamment au niveau du cortex. Bienvenue dans C'est Jamais, l'atelier du savoir. Aujourd'hui, en cours de maths, on va faire un peu d'histoire. Mais qui a inventé les mathématiques? Eh bien, ce sont les Babyloniens. Et comme ils n'avaient pas encore de papier pour écrire, ils utilisaient de l'argile, une boule, comme celle-ci, et une petite baguette en bois pour écrire les chiffres, un calame. Regardez, Babylone est la capitale d'une région située entre le Tigre et l'Euphrate, à l'emplacement de l'actuel Irak. C'est là qu'ont été inventées l'écriture et les mathématiques il y a 4000 ans, bien avant les Grecs. Donc les enfants, enfin ceux qui appartenaient à l'élite et qui allaient à l'école des scribes, planchaient déjà sur des tables de multiplication. Ils comptaient sur des petites tablettes en argile comme celle-ci. Les petits clous ici symbolisaient les unités et les chevrons là, le rang supérieur. C'est d'ailleurs à cause de son aspect en forme de clou et de coin qu'on a appelé cette écriture l'écriture cunéiforme. Cuneus signifiant coin en latin. Les Babyloniens ne comptaient pas comme nous. Nous, on compte en base 10. On parle de système décimal. Les Babyloniens, eux, avaient adopté un système sexagésimal. Ouf, je l'ai bien dit. Ils comptaient par tranche de 60. C'est un système qu'on utilise encore aujourd'hui pour compter les heures que l'on divise en 60 minutes et les minutes en 60 secondes. Les archéologues ont retrouvé des centaines de tablettes comme celle-ci. Il s'agit d'un exercice. Ici, l'élève devait calculer la longueur de la diagonale d'un carré et il inscrit le résultat là. Moi, j'aurais mis 20 sur 20, ou plutôt 60 sur 60. Pas vous? À cette époque, les élèves planchaient surtout sur des calculs de surface ou de hauteur. Sympa comme matière. L'argile, j'entends. Bon, les maths aussi. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas fan. Camille Gobert, journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, adore les utiliser au quotidien, et en particulier le nombre pi. Elle a fait le tour de la question. Tu savais, Jamy, que certaines personnes souffrent de l'anxiété des maths? Chez eux, les maths provoquent tension, frustration, peur. C'est dire si cette matière impressionne. Ah! Pourtant, les maths, ça peut servir à des trucs super simples à utiliser au quotidien. Par exemple, mon grand-père se servait de pi pour couper un gâteau en 6 parts égales de 60 degrés chacune. Oui, parce que pi, c'est une valeur d'environ 3,14, mais en géométrie, c'est aussi un angle de 180 degrés. Attends, Jamy, je te montre. C'est simple, tu coupes en deux, puis tu prends la moitié du rayon et tu montes à angle droit jusqu'à trouver le bord. Et voilà, une belle part d'un angle de pi sur 3. Tu vois, c'est utile si tu as 6 invités. Tu es un peu maniaque. C'est un peu nul en fait, mais bon, c'est pas grave. Pi, c'est un peu un nombre magique. Les mathématiciens pensent que ces décimales sont infinies.
D'ailleurs, on en connaît plus de 50 milliards. Des décimales infinies, ça signifierait que toutes les suites de nombres possibles et imaginables y existent. On appelle ça un nombre univers. En convertissant les chiffres en lettres, on pourrait même dire que pi encode toutes les histoires, tous les textes et toutes les conversations jamais écrites, lues, pensées ou exprimées. Même votre liste de courses. D'ailleurs, vous ferez gaffe, vous avez oublié de racheter un gâteau. Moi, ça sert à rien que je me casse et vous expliquer pi sur 3 si vous mangez pas de gâteau. C'est aussi de pi que provient l'expression « la quadrature du cercle », qui désigne quelque chose d'impossible. À la base, le challenge était, à partir d'un cercle, de construire un carré de même surface, avec seulement une règle et un compas. En 1882, le mathématicien Ferdinand von Lindermann a carrément prouvé que la quadrature du cercle était impossible. Grâce au pouvoir de pi, Jamy, je sais déjà ce que tu vas dire. Merci Camille, incroyable travail, comme d'habitude. Et du coup, j'ai plus qu'à te remercier d'avance d'avoir remarqué. Pas sûr que ça tourne bien rond. Bon, passons maintenant au tableau. J'explique. Et lisez bien en même temps. 3 plus 6 moins 2 multiplié par 12 égale 84, auquel j'enlève 12, puis j'ajoute 23, et finalement, je divise par 2. Dites quelle est la valeur de l'inconnu. Ça vous surprend, cette écriture? Eh bien, à l'époque, les symboles mathématiques n'existaient pas. Imaginez le temps perdu à écrire les équations. Alors, d'où viennent les signes mathématiques qui ont simplifié la vie de millions d'élèves, de mathématiciens et aussi de commerçants? Un des premiers à avoir tenté une simplification, c'est lui. En 1557, le mathématicien gallois Robert Recorde. J'adore son nom. Il a eu l'idée, il faut bien le dire, géniale, de remplacer le terme « égal » en toutes lettres par 2 barres parallèles identiques. Robert Recorde est aussi le monsieur plus. C'est lui qui a remplacé le mot « j'ajoute » par le signe « plus ». Et le signe multiplié, alors? Eh bien, il est aussi apparu très tard. Pour multiplier, on a longtemps placé les nombres côte à côte, en les séparant parfois par un point ou par un astérisque. Ou encore par un M. M pour multiplier, mais sans jamais dire qu'on les multipliait. Tiens d'ailleurs, je suis sûr que comme moi, vous avez déjà entendu parler de cette croyance selon laquelle certains individus seraient plutôt littéraires et les autres plus doués pour le calcul, les chiffres. Ils auraient hérité de la fameuse bosse des maths. Alors existe-t-elle vraiment? J'ai posé la question à Chandru Kumar, notre spécialiste du cerveau. Non, Jamy, le crâne, c'est pas une boule de cristal. C'est pas en regardant les bosses qui y sont présentes qu'on peut savoir à qui on a affaire. C'était pourtant l'idée du médecin allemand Franz Joseph Gall. Selon lui, si tu as une bosse ici, tu serais naturellement doué en maths. Et Franz allait encore plus loin dans son concept foireux. Si tu en as une ici, tu serais bienveillant. Ici, tu serais orgueilleux. Ici, c'est que tu as un ivrogne porté sur la bouteille. Sacré délire. Pour Franz, les bosses du crâne révèlent ce que nous sommes. Il a donc fait une cartographie comptant une trentaine de bosses, comme celle des langues, de la philo ou de la cruauté meurtrière. Au cas où t'en douterais, Jamy, c'est du grand n'importe quoi. Perso, j'en veux pas à Franz. Quand il a élaboré sa théorie il y a 200 ans, on connaissait rien du fonctionnement du cerveau, car on n'avait aucun outil pour l'étudier. Mais aujourd'hui, on sait bien plus de choses. Les bosses de notre crâne n'ont aucun rapport avec le fonctionnement de notre cerveau. La preuve, si tu te cognes le front contre une porte et qu'une bosse apparaît ici, tu seras pas meilleur en maths pour autant. En plus, on sait que ce sont différentes zones de notre cerveau qui nous permettent de faire des maths, notamment au niveau du cortex. Mais surtout, je peux te dire que le cerveau est littéraire et scientifique à la fois. Nous avons toutes les capacités cérébrales pour gérer les chiffres et les lettres. Voyelle. Ce qui fait la différence, ce sont nos expériences de vie. Ce sont elles qui font qu'on aime un domaine et qu'on est motivé à plancher dessus. Donc je te le dis, Jamy, si t'en as vraiment envie, en trouvant la bonne méthode qui te motive, tu peux être le boss des maths, des sciences, de l'histoire géo et de tout ce que tu veux. Merci Chandru. Eh ben, il y a du boulot, hein. Alors il y a autre chose qu'on entend souvent dire. Les maths, ça sert à tout. Et c'est pas faux. Ça peut même servir à monter une armoire. Et celui qui vous a peut-être déjà donné un sacré coup de main, sans que vous le sachiez,
C'est Pythagore. Pythagore, celui du théorème qu'on apprend en 4e. Pythagore était à la fois philosophe et mathématicien. Il est né ici, en Grèce, vers moins 570 avant Jésus-Christ. Grâce à son théorème, on peut monter une armoire sans trop de prise de tête. Cette armoire fait 2,10 m de hauteur et doit rentrer sous ce plafond de 2,20 m. Facile. Mais si elle est à terre et que je dois la relever, eh bien, je risque de taper dans le plafond. Regardez bien, le coin en haut se déplace et là, ça coince. Alors là, il y a un mot essentiel à retenir, un mot grec qui va sauver la situation, l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la longueur la plus grande de ce triangle, la longueur AB. Pour pouvoir redresser l'armoire, sans trouver le plafond, il faut que la hauteur du plafond soit supérieure à celle de l'hypoténuse. Alors comment est-ce qu'on calcule cette hypoténuse? Eh bien, facile. J'applique le fameux théorème que Pythagore, mathématicien grec, a inventé il y a plus de 2500 ans. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Dans notre exemple, 2,1 au carré plus 0,7 au carré égale 4,9, soit AB au carré. Je fais maintenant la racine carrée de 4,9 et j'obtiens ma fameuse hypoténuse, 2,21 m. Même si mon armoire a une hauteur de 2,10 m, elle ne pourra être redressée que si la hauteur du plafond est supérieure à 2,21 m. Donc vous voyez, les mathématiques, c'est fantastique et c'est bien pratique. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il est maintenant temps de nous dire au revoir pour aujourd'hui. En attendant notre prochain rendez-vous dans mon atelier, retrouvez encore plus de contenu sur les mathématiques sur lumni.fr et retrouvez-nous en replay sur France.tv. Faites-le savoir.